je vais simplement demander à la personne qui porte la question sur le financement, à savoir Patricia Vial, présidente du MEDEF des Landes, de bien voir se lever et de s'adresser aux candidats. Bonjour mesdames, bonjour monsieur le président Patrick. Patricia Vial, présidente du MEDEF des Landes, industrielle avec des établissements dans 3 pays de l'Union européenne. Alors ma question effectivement portera sur une thématique importante pour nous. 42% de l'épargne en actions européenne a été investie aux États-Unis en 2022. Comment faire aujourd'hui pour conserver cette épargne en Europe et surtout pour attirer de l'épargne d'origine extra-européenne? Merci. Merci beaucoup. Manon Aubry, c'est à vous. Bonjour. C'est une question intéressante parce que si on estime qu'il y a de l'épargne européenne qui n'est pas utilisée, c'est la première question à se poser sur comment mettre à profit l'épargne européenne qui aujourd'hui doit être utilisée à bon escient. Et je pense qu'il y a une question qui est posée aussi par quel type de projet est financé à travers l'épargne et notamment quel type de responsabilité en matière écologique et en matière sociale. Et je pense que les établissements financiers ont un rôle et une responsabilité importante là-dessus à jouer. Mais sur la question du financement, permettez-moi d'élargir la question parce qu'il y a l'épargne qu'on peut mettre à contribution, mais il y a d'autres leviers en matière de financement. On en revient à la question des aides d'État qui sont octroyées par les États européens sur lesquels je pense qu'il faut assouplir les règles. Mais il y a aussi la question des crédits d'impôt. Et là, je veux pointer une vraie question qui est celle de l'inégalité aujourd'hui dans l'octroi des crédits d'impôt. Si on prend par exemple le crédit d'impôt recherche, qui ne concerne pas nécessairement les établissements financiers, mais qui concerne l'ensemble des entreprises. On a 90% des entreprises, 20% des entreprises qui touchent 90% des crédits. Donc on a une petite minorité d'entreprises qui touchent l'essentiel des crédits. Et c'est vrai pour beaucoup de crédits d'impôt. Et moi, vous avez compris que j'aime bien les trucs participatifs, mais je ne vais pas vous refaire lever la main pour savoir combien d'entreprises parmi vous touchent, par exemple, le crédit d'impôt recherche. Mais je pense qu'il y a une réflexion globale à avoir sur la facilité d'accès et sur les fins et objectifs. Parce qu'aujourd'hui, je pense que certains des crédits d'impôt sont complètement dévoyés par rapport à leurs objectifs initiaux. Je termine sur le gong. Merci beaucoup, Manon Aubry. Jordan Bardella, c'est à vous sur cette question du financement. Comment on attire l'épargne et l'investissement, au fond, par une politique économique nationale qui soit une politique raisonnable et qui donne confiance à des investisseurs éventuellement étrangers ou à des épargnants pour venir en France et accessoirement dans l'Union européenne. Je pense qu'il y a un problème qui est un problème structurellement français, qui est un problème à la fois de surépargne des ménages. Je l'ai dit, on a un des taux d'épargne les plus élevés de l'OCDE, c'est un épargne, allez, disons, dormant. Et deuxièmement, un problème de fléchage de ces fonds vers l'économie réelle et vers les TPE-PME, vers le tissu productif français. J'ai apporté une partie de la réponse tout à l'heure avec l'idée de ce véhicule d'investissement que nous considérons être un fonds souverain français, avec l'idée de dire l'État garantit le capital et cet argent est précisément utilisé pour financer des grands projets. Je pense qu'il faut renouer en France avec la culture des grands projets sur les questions d'infrastructure, sur les questions technologiques, sur les questions évidemment énergétiques et des investissements inhérents dans la question du nucléaire. Deuxièmement, la préférence nationale et européenne pour nos entreprises, qui est aussi un levier et un plan de relance qui doit permettre d'encourager l'activité économique. Il y a ce vieux serpent de mer dont on doit toujours discuter, qui est l'union du marché des capitaux, face aujourd'hui au morcellement de l'Europe. Donc là aussi, je pense qu'on gagne à des règles d'harmonisation commune. Vous voyez qu'il y a quand même des sujets très concrets sur lesquels on peut avancer. L'Europe des nations, ce n'est pas qu'un slogan. C'est aussi un moyen d'harmoniser un certain nombre de choses qui peuvent être utiles pour réhabiliter l'idée de puissance aujourd'hui en Europe. Et puis je pense qu'il y a la question aussi du rôle de la Banque Centrale Européenne. On a une Banque Centrale Européenne qui ne se charge aujourd'hui que de la stabilité des prix. Je vous ai parlé de la croissance tout à l'heure. Je pense que la croissance et la production doivent aussi être à côté de la stabilité. Merci, l'un des Jordan grands Bardella. objectifs de la Banque Centrale Européenne, et malheureusement, je ne peux pas développer. Mais c'est pas... François-Xavier Bellamy, c'est à vous.
Merci beaucoup. J'admire l'agilité quand même, la souplesse. C'est assez impressionnant parce qu'il y a 5 ans, vous étiez pour la sortie de l'Europe et la sortie de l'euro. Et maintenant, vous défendez l'union des marchés de capitaux. Il faut quand même faire un grand écart assez rapide. Je m'en réjouis parce que je défends aussi, mais moi depuis très longtemps, pour le coup, l'union des marchés de capitaux. Je pense qu'on a besoin de l'union bancaire. On a besoin de faire en sorte que l'Europe, effectivement, se renforce sur ce sujet. Je disais aussi tout à l'heure, donc j'ai déjà proposé notre perspective pour le financement des transitions dont on a besoin. Je crois qu'on a besoin de créer une plateforme d'épargne européenne. Aujourd'hui, on a des livrets français qui ont été conçus dans les années 70 ou 80 et qui sont devenus inadaptés à la réalité des défis économiques du monde qui vient. Donc il faut réussir à faire en sorte de flécher cette épargne européenne vers les investissements dont les entreprises ont besoin, vers les besoins de financement qui sont les leurs. Si on veut aussi encourager l'épargne, il ne faut pas se mentir, la première condition, c'est de garantir une politique économique, une politique fiscale notamment, qui soit stable, qui soit lisible, qui soit durable, qui ne change pas tous les matins. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, on a évidemment un sujet à traiter avec notre situation française. Parce qu'on ne l'a pas évoqué depuis le début de cet échange, mais la France, aujourd'hui, est dans une situation particulièrement préoccupante en Europe à cause de sa trajectoire budgétaire. On a quand même un gouvernement qui vient de réaliser qu'il faisait 20 milliards de déficit de plus que ses propres prévisions. C'est un tout petit détail. Si vous faisiez un tel écart dans vos chiffres comptables, je ne doute pas que vous auriez évidemment beaucoup d'administration sur le dos. Là, pour le coup, on est dans une trajectoire qui est extrêmement préoccupante. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est d'entendre que la réponse à cette question, c'est que, puisque la dépense publique, dit le président de la République, n'est pas excessive, c'est les recettes qui ne sont pas suffisantes. Donc il faudrait augmenter encore le montant des prélèvements obligatoires. Et on a quand même une mission qui s'est constituée à l'Assemblée nationale pour aller taxer les rentes. Alors je ne sais pas ce qu'on appelle les rentes, mais on appelle ça généralement en réalité les produits de l'épargne. C'est difficile de vouloir encourager l'épargne quand simultanément on cherche à y trouver ce qui manque au budget de l'État. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy. Raphaël Glucksmann, s'il vous plaît. Alors, c'est difficile en effet, mais c'est surtout qu'il faut mobiliser l'épargne. Et donc, la flécher, ça c'est une évidence. Sur la question du Capital Market Union, oui, mais à condition. En anglais. Ouais, bah, c'est comme ça. Non, dans un monde capitaliste, on parle un peu en anglais. Le CMU. Donc, oui, mais à des conditions. Et à condition notamment, parce qu'il y a quand même une gigantesque hypocrisie depuis tout à l'heure, je trouve, c'est que si on veut faire cette union, il faut un superviseur commun, il faut une régulation commune. C'est-à-dire qu'en fait, on va être, parce qu'on vient devant le MEDEF, pour plus d'harmonisation et finalement aller au bout de la logique du marché unique. Ça ne marchera pas sans saut fédéral de l'Union européenne, parce que ça ne peut pas être protégé, ça ne peut pas être régulé, ça ne peut pas être orienté sans avancée fédérale de l'Union européenne. Donc en fait, on est dans un entre-deux, et je ne cherche pas à fuir la question du financement, vous inquiétez pas. J'ai déjà assumé que je ferais payer les riches. Ah oui, mais ok, mais la vérité, c'est qu'au bout d'un moment, il faut dire la vérité. Il y a aujourd'hui la nécessité d'aller plus loin dans l'uniformisation, mais ça suppose plus de pouvoir à l'échelle européenne. Donc, sur la question des financements, oui, pour l'épargne, le problème qu'on a, c'est que ça ne suffira pas et qu'il faut que ce soit orienté par de l'investissement public. Et deuxièmement, il faut garantir le débouché, et comme ça je serai encore plus court puisque j'ai rien dit en réalité, il faut garantir le débouché avec la commande publique qui est le levier de la puissance publique en économie et qui, jusqu'ici, n'est pas du tout orienté vers la production européenne. C'est à nouveau le Buy European Act. Merci Valérie Hayes, c'est à vous. Merci Madame pour cette question et pour ces chiffres que vous rappelez. Effectivement, on a une part d'épargne dormante en Europe. Quand elle ne dort pas, en fait, elle sert à financer la croissance de nos concurrents. Elle sert à financer la croissance des États-Unis. Et évidemment, ce n'est pas acceptable, d'autant plus si on veut s'engager dans la compétitivité de nos entreprises et dans le saut de la réindustrialisation qui est absolument nécessaire pour ne pas rester sur le bas-côté. Donc oui, en fait, il y a le sujet des investissements publics et le sujet des investissements privés. Et oui, à l'Union
l'union des marchés de capitaux, il se trouve qu'en ce moment même, il y a un Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement sont réunis pour traiter des enjeux de compétitivité avec cette question majeure qui est celle de l'union des marchés de capitaux. Il faut qu'on puisse avancer sur cette question-là. Ça veut dire effectivement davantage d'intégration à l'échelle européenne pour faire circuler l'épargne de la manière la plus efficace possible et pour que vous puissiez en bénéficier. C'est bon pour nos entreprises, c'est bon pour l'épargne de nos ménages. Et moi, je crois fondamentalement aussi, parce qu'il y a la dimension économique et il y a aussi la dimension d'appropriation du projet européen. Et si on peut porter l'ensemble des Européens vers, en leur proposant des placements d'épargne qui soient rémunérateurs et qui permettent de s'engager dans un projet européen de réindustrialisation sur des technologies qui sont stratégiques, on parle du Green Deal évidemment, mais sur la question de la digitalisation, de l'intelligence artificielle par exemple, je pense qu'on a aussi un double effet positif en la matière. Et puis sur l'investissement public, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais on doit avoir un soutien public évidemment en la matière. C'est un emprunt en commun, c'est aussi avancer sur les ressources propres et considérer effectivement la question des crédits d'impôt comme on le fait déjà, qui fonctionne très très bien sur le modèle américain et qui est aussi l'une des clés du succès de l'IRA américain. Merci beaucoup Marion Maréchal, c'est à vous. Je précise qu'on a légèrement réduit effectivement les timings. Quand je vous entends parler, Monsieur Glucksmann, je comprends votre déclaration de l'époque quand vous disiez que vous vous sentiez plus près d'un Américain de Los Angeles que d'un Français de la Creuse ou quelque chose d'à peu près équivalent. C'est une taquinerie. Bah, on ira vérifier, mais c'était l'esprit, je crois. C'était ça. Il y a un fact-checking là. On vérifiera ça après. En tout cas, sur la question du financement, pour revenir à notre sujet, alors évidemment, l'accès au crédit, on est tributaire bien sûr de la politique quand même monétaire restrictive de la BCE, mais on a quand même quelques leviers, j'en ai parlé tout à l'heure, l'assouplissement évidemment des aides d'État dans les secteurs stratégiques. Moi, je ne suis pas du tout hostile à l'idée d'un fonds souverain européen et également le fait d'aller faire en sorte que l'épargne des Européens soit davantage placée dans des actions. Encore faut-il s'entendre sur la manière dont ce fonds se déploierait, parce qu'on a aujourd'hui des fonds de financement qui existent. On parlait du fonds de l'innovation tout à l'heure, qui est doté de 40 milliards d'euros, et on peut constater que ce fonds aujourd'hui géré par la Commission est un échec, puisqu'il n'y a presque aucun crédit qui ont été débloqués en raison de l'extrême complexité à la fois des critères et de la procédure pour y accéder, d'où la nécessité selon moi en termes de gestion de ces fonds de revenir à une forme de subsidiarité et de laisser les États pouvoir en gérer la distribution, ce qui permettrait d'ailleurs, selon moi, de soutenir efficacement l'innovation dans le cadre de la réponse écologique. On sait par exemple aujourd'hui à Limoges, on a des chercheurs qui sont en train de développer des molécules photosensibles pour pouvoir se passer du glyphosate. On sait qu'on a des modèles également qui allient IA et des formes de laser qui permettent de se passer de produits phytosanitaires. On sait qu'il y a aujourd'hui des Lyonnais qui sont en train de révolutionner les méthodes de stockage de carbone. Donc c'est vrai qu'on aimerait que ces fonds soient davantage orientés vers ce genre de choses que perdus dans les méandres de la bureaucratie européenne. Merci beaucoup Marion Maréchal. C'est à vous Marie Toussaint. Oui, Madame Vial, merci de votre question. Je vous remercie d'autant plus que je suis bordelaise, donc quelque part un petit peu votre voisine. J'ai déjà en partie répondu à votre question sur l'union des marchés de capitaux. Donc j'élargis à la question aussi des aides d'État que vous avez adressées dans vos propositions. Oui, on a besoin de réformer, on a besoin d'avancer sur le marché des capitaux et on a besoin de réformer les aides d'État. Pas seulement pour créer des champions européens, et moi je les vois bien dans la dépollution, mais aussi pour diriger l'ensemble de ces aides et de ces fonds vers la transition écologique. Je ne suis pas la seule à le dire, même Philippe Aghion le dit, vous ne pouvez pas le soupçonner d'être écologiste. Et donc il faut réussir à conditionner toutes les aides et à orienter, flécher toute cette épargne parce que nous avons besoin de ces financements. La deuxième chose, nous avons tous ici, ou quasiment tous, promu un Buy European Act. Et je veux souligner que si la commande publique, c'est 15% du PIB, c'est aussi 10% de son empreinte carbone. Et donc, on a besoin d'un Buy Green and European Act. En tout cas, c'est la mesure que nous proposerons. Et j'ai vu que vous mettez des conditionnalités aussi dans vos propositions. Maintenant, il y a une mesure que j'aimerais évoquer avec vous. Une mesure que j'aimerais vous proposer et mettre sur votre table. C'est une idée qui ne peut se réaliser qu'à l'échelle européenne. Et c'est celle de mettre en place une TVA verte et circulaire. Personne n'a encore parlé d'économie circulaire ici. Évidemment, la réparation, c'est absolument indispensable. Évidemment, ça peut créer de l'emploi sur nos territoires et soutenir les entreprises européennes. Et donc, on a besoin de baisser la TVA sur
tout ce qui est de la réparation, du recyclage et de la circularité. Et puis cette TVA verte, elle permettrait quoi? Je veux donner un exemple concret pour que vous voyez l'étendue de son pouvoir. Aujourd'hui, le budget moyen par ménage pour des couches, c'est d'un peu moins de 50 € avec des prix bas de gamme, moyens. Par contre, si vous voulez des couches faites en Europe, sans perturbateurs endocriniens, sans produits toxiques, c'est presque 20 € de plus. Eh bien, avec cette TVA verte et circulaire, mise en place au niveau européen, eh bien, ce serait le même prix. Ça permettrait de soutenir la santé des nourrissons, l'activité en Europe, les consommateurs, la justice sociale. Merci Marie Toussaint.